Bienvenue dans For Good, l'émission dédiée à la transformation de votre entreprise. Un rendez-vous concret grâce au partage d'expériences de pionniers du business à impact. Comme toujours, Thomas Brezard est là. Salut Thomas. Bonjour Alix. Je rappelle que tu es directeur permanent entreprise de Nord6 et coprésident du mouvement Bicorp en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour. Maëlys Cartini, directrice du pôle recherche de profil, est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Et Béatrice Delpech, directrice générale adjointe d'Enercop. Bonjour. Bienvenue à tous les trois. Face à des crises climatiques, sociales et économiques qui prennent de l'ampleur, les entreprises sont amenées à repenser leur modèle de gouvernance et de répartition de la valeur. Partager équitablement le pouvoir de décision, les profits et les responsabilités n'est plus seulement un enjeu d'éthique, mais une stratégie de résilience. Comment le partage de la valeur et du pouvoir peut-il améliorer la robustesse des entreprises face aux crises? C'est le thème de notre débat. Et comme à chaque fois, il y aura le top et flop, les initiatives qui réussissent et celles qui peinent à évoluer. Et bien sûr, vous ne repartirez pas sans outils. Dans le Good to Know, nous parlerons du petit manuel du partage du pouvoir en entreprise de Laurence Ruffin. Maëlys nous dévoilera quelques pratiques concrètes pour le mettre en application. C'est parti pour une nouvelle émission. Et Thomas, on commence avec ton édito. Tu te demandes si les entreprises sont vouées à partager ou à disparaître. Alors c'est un petit peu fort dit comme ça, mais pour commencer, j'aimerais filer une petite métaphore aujourd'hui. Imaginez une entreprise comme un navire en pleine tempête. Certains membres de l'équipage détiennent tout le pouvoir, détiennent aussi les butins qui sont collectés par le navire, tandis que les autres rames sont sans gouvernail. À votre avis, quel résultat se passerait-il en pleine tempête dans ce bateau? Et si à l'inverse, chaque membre de l'équipage détenait un rôle clair, avait son mot à dire dans les décisions, dans les orientations, dans la façon de naviguer, un intérêt commun à vaincre la tempête, aussi parce que les butins seraient partagés, que se passerait-il? Bien voilà, cette métaphore, je trouve, illustre bien l'enjeu d'aujourd'hui, apporter de la stabilité et de la résilience en partageant valeur et le pouvoir, quand bien même cela peut paraître un peu contre-intuitif. Et alors justement, qu'en est-il dans les entreprises? Alors, passons dans le monde de l'entreprise désormais, dans un monde bouleversé et assez bouleversant d'ailleurs pour les entreprises. Cette idée du partage, à mon sens, n'est plus tant un simple débat philosophique. Ça tend à devenir une nécessité. Pourtant, certains dirigeants considèrent encore que le partage est un certain luxe réservé à des entreprises un peu utopiques ou à certaines structures atypiques. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je pense que si on regarde la réalité en face, aucune entreprise aujourd'hui n'échappe au bouleversement actuel. Entre les contraintes climatiques grandissantes, les attentes croissantes aussi des consommateurs, Nicolas en parlera je pense un peu aujourd'hui, la quête de sens des salariés ou les pressions réglementaires qui s'intensifient, le modèle traditionnel basé sur des gouvernances verticales et une répartition très inégale de la richesse se heurte à ses propres limites. Prenons un chiffre, par exemple dans le baromètre empreinte humaine de 2023 où 71% des salariés déclaraient que leur travail manquait de sens. Ça dit bien qu'on manque de partage dans les idéaux de l'entreprise et dans le sens que l'on donne au travail. Pourtant, une étude menée par Profil, dont Maëlys pourra nous parler, révèle que les entreprises qui aujourd'hui ont des modèles de gouvernance beaucoup plus partagés sont plus performantes sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'elles renforcent l'engagement, la loyauté des équipes, mais aussi la capacité d'innovation, parce que de plus larges par des équipes peuvent contribuer à l'évolution de l'entreprise. Tout le monde dans le même bateau. Est-ce que tu as un premier exemple donc, pour illustrer ce que semblent dire ces chiffres? Eh bien oui, et à tout hasard, prenons la marque C'est qui le patron qu'a créé Nicolas. Voilà, connu pour son engagement envers une rémunération beaucoup plus juste des producteurs. En plus d'être la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans, selon une étude de Nielsen, C'est qui le patron? Cette marque portée par les consommateurs et par Nicolas figure cette année dans le palmarès en 2024 des marques qui ont le plus progressé en vente. Son fondateur, Nicolas, donc, a récemment décidé, en plus de ça, de céder la totalité des actions à une fondation dont l'unique objet est le soutien aux producteurs. Initiative qui vise à rendre inaliénable la mission de l'entreprise. À l'inverse, des organisations qui concentrent pouvoir et richesse entre quelques mains pourtant restent largement majoritaires. Et alors pourquoi, dans ce cas, la majorité des entreprises ne font-elles pas comme Nicolas Chaban? Eh bien, parce qu'il faut savoir modifier son rapport à l'argent et ça, c'est encore un petit peu compliqué aussi parce que le changement fait peur. Partager le pouvoir et la valeur, c'est accepter de ne plus tout contrôler, de remettre en question des habitudes bien ancrées, parfois même héritées de décennies de pratiques de gouvernance et managériale très rigides. Ensuite, parce que le court-termisme est encore roi dans le monde économique. Tant que les marchés financiers et une partie des investisseurs exigeront des rendements immédiats à 2 chiffres, il sera sans doute difficile de convaincre les grandes entreprises, notamment,
d'adopter pardon, des modèles différents qui favorisent peut-être une meilleure pérennité et viabilité à long terme. Enfin, parce qu'il existe une croyance, je pense, profondément ancrée selon laquelle le leadership doit être centralisé et c'est ce qui garantit l'efficacité des organisations. Et donc selon toi, pour combien de temps, ces résistances, pourront-elles, tenir? Eh bien, dans une économie où l'information est de plus en plus accessible, où les crises sociales couvent, où la régulation tend à se renforcer, je pense que ces modèles basés sur l'accaparement du pouvoir et de la richesse pourraient devenir des reliques du passé. Regardons les récents tourments qu'ont pu connaître de grands groupes qui annonçaient en même temps et de façon très malheureuse des dividendes records et des plans de licenciement aux salariés. Tout ça n'a plus de sens. Donc, partage du pouvoir et de la valeur, ce n'est pas tant une lubie de quelques Robins des Bois de Mmh. l'entrepreneuriat, c'est bien, je pense, un modèle qui tend à devenir une nouvelle norme. Alors, quels sont les modèles les plus innovants? Peut-on convaincre des actionnaires d'aller vers ces nouveaux modèles? Est-ce qu'il faut réinventer la structure même de nos entreprises et surtout comment les traduire en actions concrètes? Mmh. C'est l'objet de notre émission du jour. Oui, c'est ce qu'on va voir, plus en détail dans notre débat. Maintenant je m'adresse à vous, chers invités. Qu'est-ce qui vous fait dire que, les entreprises n'ont plus d'autre choix? Qui veut commencer? Bah, je suis pas Vas-y. très galant, si Non. vous voulez commencer? Bon, en fait, je viens de dire un gros truc de boomer, mais bon, sur la galanterie. On m'aurait dit au bureau, mais pourquoi tu te préoccupes Mmh. tellement de ça? Bon, en plus, il y a pas de, c'est que du direct, hein, c'est bien, je suis en train de faire une bonne introduction. Non, il n'y a pas de choix parce qu'il y en a. Quand on se ramène au bon sens, à la bienveillance de ce qu'on appelle, nous, les consommateurs, on arrive à la fin d'un tour de magie. Pendant 40 ans, 50 ans, il y avait des entreprises qui prenaient l'argent de tout le monde, notre argent à nous, consommateurs, pour en faire des choses qui ne sont pas très utiles ni à notre niveau, ni au monde. Et ce rapport-là, il est en train d'exploser. Nous, on est l'expression d'une partie de cette réalité, mais il y en a bien d'autres. Mmh. Euh, Quand on ramène l'équation à qu'est-ce que je veux en tant que consommateur? Où va mon argent? À quoi il sert? Évidemment, on a envie de tracer le fait que derrière un acte d'achat, il y ait des conséquences positives. Donc, les entreprises qui voudront imaginer que ça peut tenir comme ça tient depuis 40 ans, Mmh. elles vont un jour disparaître, puisque, on le dira tout à l'heure, mais on a fait, nous, un petit schéma simple, vous faisiez une image. Imaginez demain, dans tous les secteurs d'activité, une assurance, dans l'alimentaire, dans la banque, imaginez des entreprises qui, quand vous amenez votre argent, tracent chaque centime de cet acte d'achat ou de cet achat de service pour en faire des conséquences positives en payant bien les salariés, qui eux-mêmes peuvent acheter à une entreprise qui paie bien les salariés. Mmh. Ce chemin vertueux qu'on tracerait de cet argent, qui, rappelons-le, est quand même dans nos poches, il ne vient pas d'une planète lointaine, il est dans nos poches de consommateurs le 1er janvier. Eh bien, si on avait dans chaque secteur une entreprise qui nous assure que notre argent fait du Mmh. bien au monde qui nous entoure et à nous-mêmes à la fin, Mmh. je pense elle deviendrait naturellement toute leader de leur secteur. Nous, on l'a fait à petite échelle et c'est devenu la marque nouvelle la plus vendue en Mmh. 10 ans. Ce qui est fou, le monde économique n'a pas créé une marque en France qui se vend plus que celle-là. Pas parce qu'elle est la moins chère, parce qu'elle est solidaire. Donc on voit cette inversion qui arrive. Et pour finir, par défaut, tout le monde se disait pendant des années, non, le prix le plus bas, c'est la seule boussole. Euh, Ça marchera toujours comme ça. Mmh. Et un jour, je me rappelle avoir dit, moi, au patron de grande surface, mais pourquoi vous érigez cette règle comme une fatalité définitive? Il n'y a pas de produit qui nous assure qu'en les achetant dans vos rayons, on provoque quelque chose vraiment de bien, notamment chez les producteurs. Mettez-les et on refera les comptes. Apparaît la petite brique de lait, Mmh. dans les conditions qu'on connaît, pas de force de vente, pas de grande campagne de pub à la télé. Elle devient la brique de lait la plus vendue, les 2 Borbio les plus vendus. Et là, récemment, cette aventure de consommateur est dans les 10 marques, toutes marques confondues, pas celles qui étaient récemment arrivées. C'est les plus grosses ventes parmi les 10 marques avec Tropicana, Red Bull. Donc, le bon sens, la bienveillance qu'on a tous, quand on la rassemble et on lui permet de s'exprimer, Mmh. ben, ça devient de grands succès et on va essayer de faire en sorte que ça se généralise. Mmh. Béatrice Mélis, même question, pourquoi les entreprises n'ont plus le choix? Alors spontanément, j'aurais envie de donner des réponses qui sont d'ordre un peu philosophique, à trait avec, la crise démocratique, sociale et climatique qu'on connaît. Mais si on veut donner des raisons très, très pragmatiques, il y en a aussi. Mmh. Pour moi, c'est pas les meilleures, mais elles existent. Mmh. Je dirais qu'il y a une raison liée à la pérennité des entreprises. Si on regarde, le taux de pérennité des entreprises, celles qui ont les meilleurs taux de pérennité, bah, c'est les coopératives qui sont celles
historiquement, par leur ADN, partagent le plus ces questions de partage du pouvoir et de la valeur. Le taux de pérennité des coopératives à 5 ans est de 79% contre 61% pour les entreprises. Ça, c'est les chiffres de l'INSEE. Mhm. Donc ça, c'est un argument très concret, encore une fois. Mm. Je ne considère pas que ce soit le meilleur des arguments, mais c'est un argument qui fait poids. Et peut-être un deuxième argument autour de ce que disait Thomas dans son édito, l'intérêt des salariés, en fait. Les salariés sont en recherche de sens, les salariés vivent dans leur actualité, leur réalité, ils sont de plus en plus nombreux à avoir des Mm. préoccupations écologiques notamment. Et on sait bien que si on confie le pouvoir de prendre des décisions à des salariés, ils font des choix qui sont moins climaticides, ils décident moins d'aller délocaliser, ils décident moins d'aller faire des forages en Arctique. Ils font des choix plus responsables. Si on leur donne la possibilité de participer aux choix de gouvernance, ils sont aussi plus investis dans leur entreprise. Ils sont plus investis dans leur entreprise, ils y mettent de l'énergie, du Mhm. cœur et ça fait avancer les entreprises. Donc encore une fois, je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure des raisons pour le faire, mais je suis en revanche tout à fait convaincue que ça crée Mhm. un engagement, des salariés qui est tout à fait, Mm. différent. Mm. Élise, le mot de la fin pour cette séquence. Sur la pérennité et du coup, vu que Béatrice nous a donné, le côté, plutôt, coopérative, je vais aller plutôt du côté fondation actionnaire, vu que les 2 ont été évoqués dans l'édito. Donc les fondations actionnaires, c'est des entreprises qui sont détenues par des fondations. Donc Nicolas Chaban, vient d'annoncer que, il transmettait, son entreprise à une fondation, qui deviendra actionnaire et en fait, c'est un modèle qui existe depuis très, très longtemps dans d'autres pays. Ça fait ça fait depuis 2008, donc à peine 20 ans que ça existe en France et on a du recul, en fait, sur, des entreprises qui sont détenues depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans. Des grandes entreprises au Danemark, en Allemagne, en Suisse et en fait, alors il y a pas beaucoup de gens qui ont fait des études sur, voilà, le recul qu'on a sur la détention de ces entreprises par des fondations. Il y a une personne au Danemark qui s'appelle Steen Thomsen et qui a fait une étude, qui date déjà d'il y a depuis 10, 15 ans, 2017 et voire même un peu avant des premiers résultats, qui montraient que les entreprises qui étaient détenues par des fondations au Danemark, c'est-à-dire 70% de la capitalisation boursière danoise, donc c'est pas n'importe quoi, c'est des Novo Nordisk, c'est la plus grosse capitalisation Mm. boursière européenne, Mm. plus que LVMH, qui crée encore des emplois en France, enfin, voilà, et que ces entreprises étaient 30% plus résilientes que leurs homologues, voilà. Et donc ça, c'est des entreprises qui ont été transmises. Il y a Lego, Carlsberg, Novo Nordisk qui ont été transmises ouais, 50, 60, 70 ans. Donc en fait, ils ont vu qu'à la mesure de toutes ces crises, c'était des entreprises qui étaient plus résilientes. Et donc, suite au Covid, suite à toutes les crises enfin voilà, on voit toutes les crises qui se développent. Je pense que petit à petit, les entreprises n'auront pas d'autre choix que d'essayer de trouver des chemins entre le profit et le non-profit pour pouvoir justement réinventer la parole qui est donnée aux salariés pour les engager et aussi la circularité des profits pour pouvoir aligner toute la chaîne de valeur. Voilà, je pense que Ouais. Si on va développer plus en détail dans notre débat, retenez-vous, on passe au top et au flop. Et c'est l'heure du top et du flop. Thomas, quel est ton top? Alors le top, on va prendre un cas assez connu dans l'univers des entreprises engagées, c'est Patagonia, cette marque de vêtements notamment pour les sports de montagne, pour l'exploration. En 2022, son fondateur a décidé de léguer quasi 100% du capital de l'entreprise à une fondation de droit américain qui aujourd'hui perçoit l'ensemble des bénéfices de l'entreprise. On parle quand même d'une centaine de millions d'euros par an, c'est quand même pas anodin. Et qui, ce faisant, redistribue l'intégralité des bénéfices à des actions qui préservent la planète, puisque c'est l'engagement fort de l'entreprise depuis toujours. L'entreprise fonctionne par ailleurs avec une gouvernance qui est très transparente, qui prône l'autonomie des équipes. On est bien dans les sujets qu'on évoque depuis tout à l'heure. Je reste surtout concentré sur les résultats de l'entreprise. En 2023, Patagonia, c'est près d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. On ne parle pas d'une petite PME familiale, qui prouve aussi que l'engagement peut être source de pérennité économique. La fidélité des salariés est exceptionnelle. Ils ont un taux de turnover extrêmement faible. Et puis la marque, elle est très aimée de ses clients. Ils ont pareil une capacité d'innovation aujourd'hui qui font que leur différenciation sur le marché reste très forte et de plus en plus suivie. Donc l'entreprise poursuit son développement. Voilà un exemple qui montre que partage du pouvoir et de la valeur peut être source de pérennité et de performance économique. Et maintenant, à vous, chers invités, est-ce que vous avez un ou des exemples de réussite à partager? Moi, j'ai un gros coup de cœur en top. Mon top, ça sera Duralex. Duralex, vous vous rappelez, les verres de la cantine, on regarde son âge au fond. Duralex a été placé en redressement judiciaire en avril 2024 suite à différents choix assez contestables de directions successives, de délocalisation, etc. Suite aussi un peu à des difficultés après le Covid,
la pression de la concurrence chinoise notamment, et les salariés ont repris leur entreprise en scope. Donc en avril, ils sont placés en redressement judiciaire, et quelques mois plus tard, ils fondent une coopérative. Il y a plus de la moitié des salariés qui décident de prendre le risque d'investir dans cette coopérative, et donc ils ont relancé comme ça leur entreprise. Ça cartonne. Ils ont reçu un soutien assez vaste. Ils ont des bons de commande qui pleuvent. Et je pense que c'est vraiment Ouais. un exemple très inspirant du Ralex. Ouais. Alice, Moi, je réagirais aussi sur ce qu'a dit Thomas, donc Patagonia, qui est un super communicant. l'éternel exemple. Oui, c'est ça. Et donc, pas il y a une 2 émission où on ans. n'en parle pas, je crois. Ouais, et puis Quasiment. partout où on va, où nous, on va parler, par exemple, des fondations actionnaires ou d'autres sujets, partage, pouvoir, valeur, on voit que Patagonia, les gens ont connu, en fait, le modèle de fondation actionnaire par ça. Mais en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça existe depuis très longtemps dans d'autres pays. On parle de Rolex, etc. Et puis surtout en France, depuis 2008. Donc le premier, c'était Pierre Fabre. En fait, je pense que personne ne sait, enfin très peu de gens savent que à plus de 80%, en fait, Pierre Fabre est détenu par une fondation actionnaire et du coup réinvestit des profits dans la recherche et dans d'autres programmes. Et j'aurais aussi envie de dire, les tops, c'est quand même aussi la trentaine, voire je pense un peu plus maintenant, 30-40 entreprises qui, comme Nicolas et comme d'autres, ont déjà transmis tout ou partie de leur capital. Et ça, il y a des Léa Nature, il y a des Monin, il y a des entreprises en fait qui sont pas négligeables, qui avaient moins la force de frappe de communication que Patagonia, mais qui en fait font des choses super avec tout ça. Ouais, Patagonia, la nature, il y a vraiment des exemples et des éclaireurs. Mais moi, je vais vous parler d'une toute petite aventure là, qui est en train de naître, mais qui est très symbolique. Ça s'appelle Cruiser, ça va arriver. C'est un jeune Français qui part aux États-Unis, qui fait Berkeley là-bas avec une bourse, qui revient, il a un diplôme pour rentrer à peu près où il veut et gagner beaucoup d'argent. Et il vient nous voir au bureau, et il me dit, voilà, moi j'aimerais dans la musique faire la même chose que c'est qui le patron. Il me cite une phrase, 1% des artistes dans le monde captent 96% de la richesse produite par le monde musical. Il dit, c'est pas possible. Donc sur ce modèle-là, j'abandonne effectivement mes droits, mon rêve éventuel d'entrepreneur devenant très riche. Je veux partager un projet collectif. Et voilà comment une application qui va redonner, partager de la valeur. C'est très, très ingénieux et c'est ludique. Après, il y a de la gamification, des choses que je ne maîtrise pas assez pour bien vous l'expliquer. Mais voilà. Donc la nouvelle génération qui peut faire le choix d'aller gagner beaucoup d'argent dans une boîte avec un diplôme important, dit je me départis de cette partie de capitalisation pour faire un projet qui me rend heureux en partageant. Voilà, donc la nouvelle génération, on en a parlé tout à l'heure, elle n'est pas forcément. Vous disiez que c'était pas forcément tous les plus jeunes qui étaient comme ça. On en parle en off. Mais franchement, j'ai espoir que ça change. On se disait tout à l'heure pourquoi, mais parce que on n'a pas le choix. Franchement, sans faire. On sait très bien que ça ne peut pas continuer comme ça. Et quand on va jusqu'à. Vous avez eu Fabrice Bonifay ici. Oui. J'ai vu quand vous avez la connexion à la limite naturelle de cette planète à nous produire de la richesse. Et si on n'en tient pas compte, on va dans un mur énorme, quoi. Voilà. Donc, le réveil, il est chez les consommateurs très clair. Mais je pense que les entreprises savent qu'elles ne peuvent pas continuer comme ça parce que ça va s'arrêter. Le modèle actuel va s'arrêter. Donc, on voit même des gens très cyniques nous disent comment on peut faire. C'est comme ça qu'après sont arrivées les entreprises de partage. Allez, on passe au flop. Et Thomas, tu nous parles de WeWork. Alors là, on va parler d'un échec assez retentissant puisqu'il a terminé en faillite. C'est l'exemple de cette entreprise, donc fondée, dirigée par un type qui s'appelle Adam Neumann, qui était le PDG, qui a exercé un contrôle très fort dans une logique de management qui aujourd'hui est assez connue pour être toxique, qui a concentré beaucoup de pouvoir. Avec un exemple, c'est qu'il détenait 65% des droits de vote alors qu'il était minoritaire dans le capital. Donc il avait organisé l'entreprise pour lui-même avoir un maximum de pouvoir entre ses mains. Voilà, avec le résultat final qu'on connaît, mais surtout avec une entreprise qui a connu une valorisation boursière de 47 milliards de dollars en 2019, mais basée sur une bulle spéculative, un modèle économique qui n'était pas réellement viable, mais des actionnaires satisfaits parce qu'ils voyaient les gros sous arriver dans la façon dont était développée cette entreprise. Finalement, en 2019, l'introduction en bourse est avortée. Adam Neumann sort avec un parachute doré d'1,7 milliard, mais licencie en même temps 2400 personnes. Alors à voir quelle est la notion de réussite qu'on a envie de servir. Et finalement, faillite de WeWork en 2023. Voilà un exemple d'une gouvernance très peu partagée et d'une façon de partager la valeur
valeur qui est concentrée que sur les détenteurs du capital qui montre bien que ça marche pas à tout. Même question, je m'adresse à vous. Est-ce que vous avez identifié des flops à nous partager? D'échecs ou à moindre échelle, au moins de petits flops? Est-ce qu'on peut faire un espoir de flop? Un espoir de Ouais, flop, Tout est permis, ok. Béatrice, soyez J'aurais un libre. espoir de flop. Bah, pour moi, c'est un flop, mais c'est encore une réussite économique. Mais pour moi, c'est Total le flop, le contre-exemple absolu en termes de partage de la valeur et du pouvoir. Total est devenu Total Énergie, a lancé une grosse campagne de greenwashing en essayant de donner à voir qu'ils investissaient dans les énergies vertes. Et ça s'accompagne de suppression d'emplois assez massive. Ça s'accompagne de projets en Ouganda, en Tanzanie, en Antarctique, qui sont des projets qui s'appuient sur de l'appropriation de terres, de la violation de droits humains. Enfin, on est vraiment à l'inverse de ce qu'il faut faire. Alors, pour l'instant, c'est encore une réussite économique, mais c'est tellement précisément à l'inverse de ce qu'on veut faire, et sans parler sur le partage de la valeur, sans parler de l'échelle des salaires, hein. Il y a eu une grosse campagne de communication pour expliquer que le salaire minimum chez Total était de 2 000 euros et qu'il avait cru de 5%. Pendant ce temps-là, le salaire de son PDG, il est à plus de 10 millions d'euros et il a été augmenté, lui, de 10%. Donc on est pour moi dans le contre-exemple absolu. Je ne sais pas si ça correspond vraiment à la définition d'un flop, mais à mon avis, dans le monde de demain, ça devrait être un flop. C'est un flop qui marche, quoi. C'est-à-dire que c'est un gros flop. Mais moi, je vais quand même rebondir là-dessus. Je ne vais pas citer de nom et je ne vais pas trop préciser les choses. Mais en tant que consommateur, on aurait été, je pense, tous dans le même cas, à part la personne dont je vais parler. Il y a un représentant de Total, directeur régional, qui prend la parole dans un sommet tourné vers la notion de bienveillance et qui a la question et vous alors, chez Total, la bienveillance, qu'est-ce que ça vous inspire? Publiquement, hein, il est dans une salle de conférence, ce monsieur dit sur cette question, je passe mon tour. Alors l'interlocuteur lui dit non, précisez quand même, vous avez bien une position sur la bienveillance. Non, pour reprendre ces termes, je suis ceinture blanche de bienveillance pour moi. Et en off, il va m'expliquer. Moi, j'y suis allé de façon très bienveillante, lui demander comment vous pouvez dire un truc pareil en public, en étant chez Total, je ne comprenais pas. Et il m'a expliqué que la bienveillance, c'était un peu une sorte de gros bullshit il ne fallait pas en tenir compte, qu'il y avait d'autres choses à faire que ça. Donc, vous voyez, je crois que c'est un représentant très isolé. Vous le mettez au milieu de 68 millions de Français, la proportion de gens qui peuvent penser comme ça, elle est tellement petite. Et on voit tout un système qui a mis dans des postes clés des gens seuls capables d'avoir ce type d'idée. Et c'est là où la masse, encore une fois, de bon sens qu'on incarne, elle va rattraper cette absurdité qui ne peut pas tenir. Surtout qu'encore une fois, il n'y a pas un stylo, ni un bureau, ni une porte-fenêtre de la plus grande tour de Total qui n'est pas le résultat du fait qu'à un moment donné, humblement, on a amené un peu notre argent vers eux, nous les consommateurs et les citoyens. Donc ça paraît parfois un peu caricatural cette idée. Je crois que tout le monde est mûr là. On ne sait pas où on va. On a de l'argent dans nos poches. Ça, c'est quand même le moteur de l'ensemble du monde économique et donc politique. Et je pense que ça va bouger parce que ce monsieur-là, il ne peut pas rester dans sa position. Voilà, j'espère que monsieur, si vous nous regardez, si vous voulez, on peut venir vous voir, vous parler, vous expliquer à quel point la bienveillance, ça peut être un enrichissement personnel et pour l'entreprise. Voilà, on se tient à votre disposition. Et c'est d'autant plus dommageable dans le cas d'une entreprise comme celle-ci qu'on a besoin qu'elle contribue et qu'elle accélère la transition parce qu'elle adresse en plus des usages qui sont ceux de tous, qui sont s'alimenter en énergie, pouvoir se déplacer. Et si une entreprise comme Total engageait ses moyens, son ingéniosité au service de cette transition, ça démultiplierait aussi la capacité d'acteurs historiques, je pense dans l'énergie comme Enercop, à servir d'autant mieux les besoins des citoyens que nous sommes tous, des consommateurs, comme le dit beaucoup Nicolas. Donc, très très important que des entreprises comme celle-ci aillent peut-être plus vers des modalités par exemple de gouvernance où les parties prenantes, donc ça peut être des citoyens, des acteurs du territoire, etc., puissent davantage contribuer aux orientations stratégiques. Les moyens qu'ils ont sont absolument vitaux pour nous permettre d'engager une transition. Là, c'est à peu près certain que les citoyens, par exemple, enfin les salariés, notamment chez Total, hein, j'imagine que les salariés chez Total, comme moi, ils sont préoccupés par le dérèglement climatique. Enfin, sûr. Ils habitent dans la même société que moi. Donc, je pense que s'ils avaient voix au chapitre, ils ne choisiraient pas d'investir massivement dans le fossile. Ils ne choisiraient pas un dirigeant comme ça. C'est-à-dire que, pardon, avant de... Moi, je peux rebondir sur ce que vous dites, mais il faut se rendre compte, très concrètement, tu dois nommer un directeur régional et tu prends ce profil-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même un choix tout à fait délibéré de mettre quelqu'un d'assez insensible à ce qui est un moteur tellement naturel et encore une fois de bon sens chez tout le monde. C'est un choix extraordinaire. Et on ne peut pas devenir complice, nous, avec notre argent, de ces conséquences
On nous rend complices de quelque chose dont on n'a pas spécialement envie. Mais c'est extraordinaire de voir que ces profils-là sont quand même aujourd'hui dans les gouvernances et dirigent des grandes entreprises. Mais c'est là où en fait il y a une question vraiment d'alignement entre peut-être une structure de gouvernance, parce que là on a parlé aussi de modèles qui pouvaient favoriser partage du pouvoir et de la valeur, mais aussi toujours du facteur humain qu'il y a derrière. Et moi enfin ce que vous disiez tout à l'heure, ça m'a fait penser à un flop intéressant, qui est que en plus dans un secteur qui est quand même hautement citoyen, le secteur des médias. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais donc Mediapart est détenu par un fonds de dotation. Tout le montage est sur Internet. Vous pouvez voir, c'est un montage très intéressant. 100%. Et ils ont pris ce modèle. En fait, à l'origine, ils ont été inspirés par le Guardian, qui lui-même, en fait, avait fait ça voilà, dans son pays. Et donc, ils ont créé toute une structure originale avec pas mal de garde-fous pour voilà, que c'est lié au secteur des médias. Et suite à ça, en fait, qui est une annonce qui a fait grand bruit et qui a permis de montrer qu'il y avait plein de bienveillance ou plein de bonnes intentions, et peut-être qui, du coup, alignerait davantage les consommateurs et avoir peut-être plus de performance ou de résultats. Certains en ont profité pour faire des annonces donc, dans le même secteur, de la création d'un fonds de dotation, on donne 2-3%, voire même on essaye de laver des dettes, et je ne parle pas forcément de journaux de droite. Voilà, je ne fais pas de pub pour un bord ou un autre, mais voilà, il y a quand même des engouements aussi parfois pour ce type de modèle, des architectures de gouvernance qui favorisent certaines redistributions, pouvoir, valeurs, mais qui derrière, le facteur humain joue quand même toujours encore de manière très importante parce qu'on met des gens toujours avec du pouvoir, avec du bagou, et qui sont pas forcément contrôlables non plus derrière, quoi. Je ne sais pas si j'ai le temps de dire un mot sur la question de la presse. Rapidement, Parce et on que passe au débat. là, il y a quand même un enjeu très fort en plus, qui est l'enjeu de l'indépendance de la presse, qui Ouais, exactement. aujourd'hui devrait nous préoccuper collectivement de manière un peu plus certaine. Et donc, j'en profite pour dire que Enercop, avec d'autres, on vient de constituer une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle COP Média et qui est destinée à soutenir l'indépendance de la presse avec des médias comme Mediapart, comme Vers le Média, comme Reporters, différents magazines qui ont trouvé un modèle économique qui garantit leur indépendance. Et l'idée, c'est de bien pouvoir soutenir cette presse indépendante. Objectivement, je pense que dans les prochains mois, on va avoir un besoin très criant d'avoir une presse indépendante qui peut continuer à s'exprimer et à diffuser de l'information qui ne soit pas de la fake news. Donc, et c'est là où justement Mediapart, avec un montage qui permet d'éviter les conflits d'intérêts, a créé quelque chose d'un peu équivalent, le fonds pour la presse libre, et qui du coup, grâce à des remontées de dividendes, maîtrisées bien évidemment pour ne pas mettre en danger le groupe, permet de financer aussi par des appels à projets des médias indépendants et de garantir cette presse libre. Merci beaucoup. Il est temps de passer au débat. Les crises sont désormais une constante dans le monde des entreprises. Dans ce contexte, la question de la résilience prend toute son importance. La robustesse d'une entreprise ne passe-t-elle pas aussi par des choix dans la gestion du pouvoir et de la valeur en interne? C'est le thème de ce débat. Et Maëlys, j'aimerais qu'on commence avec vous par du concret. Quels sont les freins psychologiques ou en termes d'organisation les plus courants que vous observez chez les entreprises qui hésitent à partager la valeur et le pouvoir? Alors déjà, le premier, mais ça, je pense que je laisserai mes amis Scop et SIC en parler. C'est souvent le préjugé, je crois que Thomas, vous en avez parlé en introduction, le préjugé qu'on va aller moins vite parce qu'on partage le pouvoir et la décision. Voilà. J'avais rencontré Laurence Ruffin, qui est vice-présidente de la Confédération générale des Scop. On a fait une présentation en novembre dernier, et elle disait qu'elle considère que dans donc elle a une Scop, et qu'elle considère que dans la discussion, ils gagnent du temps sur la motivation des salariés en aval. Voilà. Donc il y a pas mal comme ça de préjugés. Et sinon, côté fondation actionnaire, vu qu'on en parlait tout à l'heure, en fait, on observe d'abord, donc, c'est avant de partager le pouvoir, il y a d'abord un partage de valeurs, il y a d'abord un don, en fait, de part qui doit être donné, donc de part sociale de l'entreprise. Et ce qui est compliqué, donc Thomas en a parlé tout à l'heure, c'est le rapport à l'argent, déjà. Voilà, c'est quand même compliqué de se déposséder. La dépossession, c'est un terme qui est très, très important, se déposséder de dividendes et se déposséder de quelque chose qu'on a parfois acquis, qu'on considère en fait nous appartenir. Mais est-ce que l'entreprise appartient aux dirigeants? C'est une bonne question. Et beaucoup de gens qui ont donné des parts à des fondations actionnaires considèrent que non. Voilà. Qu'elle appartient à ses salariés. Ça,
Les scopes le démontrent bien. Et ensuite, du coup, la dépossession de parts sociales entraîne ensuite nécessairement une dépossession du pouvoir. Et c'est là où avoir un organisme non lucratif qui puisse décider et qui en fait n'appartient à personne engage quelque chose de tellement nouveau aussi que une espèce de vide quelque part qu'il faut aussi prévoir parce que voilà, qui sera dans les instances de gouvernance, comment est-ce qu'on organise ces nouvelles structures voilà, qui sont des modèles hybrides à créer, à construire. Il y a un pas à sauter et sortir de toute façon de notre capitalisme tel qu'on le connaît, tel que vous le disiez tout à l'heure. Il y a de toute façon un pas à sauter et des décisions et un courage à avoir de la part des dirigeants qui est complexe sur les deux volets. Mais bon, je On arrive à rebondis parce que nous l'avons fait chez Nursis de créer une fondation qui est actionnaire minoritaire du groupe. Bon, on a dû se convaincre nous-mêmes, donc c'était pas si difficile puisqu'on souhaitait le faire. Mais l'avantage que ça a, c'est que ça nous aide à innover pour des raisons que je pourrais détailler ensuite. Ça protège l'entreprise parce que elle est moins facilement transmissible à d'autres déteneurs du capital. C'est une part qui est inaliénable, celle que l'on donne au fond qui détient ensuite. Ça nous aide aussi à rencontrer des acteurs de l'intérêt général dans l'univers du numérique qui est le nôtre pour identifier des sujets que l'on pourrait explorer à l'avenir. Ça a plein d'avantages en réalité. Et on n'est pas obligé de transmettre la majorité du capital, c'est-à-dire qu'on peut garder une partie conséquente que l'on réinjecte directement dans l'entreprise dans la mesure où on souhaite pouvoir développer des projets qui ne sont pas forcément des projets d'intérêt général. Exactement, il y a une richesse qui est autre, mais comme dans beaucoup d'autres, on le voit même avec tous l'extra-financier, la CSRD qui se développe, on a du mal à mesurer la richesse qui n'est pas financière. C'est une mesure qui est autre, elle est moins commensurable, donc c'est là où il y a des levées de bouclier parce que c'est moins tangible, moins palpable, même si apparemment sur son lit de mort, on ne se souvient plus de combien de dollars on a, on a accumulé, mais plutôt des liens qu'on a créés. Et surtout, voilà, Thomas, ce que vous dites montre bien aussi, donc ça on le voit dans la pratique de la dépossession des fondations actionnaires, c'est que les dirigeants, souvent, déjà mettent un peu de temps au début, ils trouvent l'idée assez séduisante parce que ça correspond à un idéal éthique, mettent souvent du temps à cheminer pour pouvoir donner, puis il y a des sujets familiaux aussi. Je crois, Nicolas, que vous avez des enfants, peut-être que vous avez dû en parler. Il y a des sujets familiaux. En France, on ne peut pas déshériter n'importe qui, donc on ne peut pas déshériter ses enfants. Il y a ce qu'on appelle une réserve héréditaire. Donc il y a toute une concertation à avoir si jamais on veut pouvoir donner une part significative. Et donc souvent, en fait, les dirigeants y vont, et je pense que c'est une façon sage de le faire et assez sensée, petit à petit. Ils commencent d'abord à créer, ils donnent 1%, 2%, 5%, et sachant que, et ça aussi des modèles nordiques et autres, nous ont montré que c'était possible, on peut décorréler les pouvoirs économiques des pouvoirs politiques, c'est-à-dire on peut associer à certaines actions des dividendes qui remontent pour financer des actions d'intérêt général, des droits de vote. Voilà, et ça, Patagonia l'a fait, par exemple, Oui. pour pouvoir donner le pouvoir à ceux qui savent décider et pour pouvoir donner l'argent à des ONG en faveur de la Terre, qui est le seul actionnaire. Voilà, donc il y a vraiment un chemin comme ça aussi pour pouvoir pas non plus sauter dans un grand vide, mais pour pouvoir essayer de dessiner un paysage et construire un horizon et un futur désirable, comme disent souvent les gens. Nicolas, toujours pour être concret, votre modèle repose sur une gouvernance où les consommateurs participent aux décisions. Donc, quels enseignements tirez-vous de cette approche en termes de performance et de résilience? Alors nous, j'essaie. Alors c'est compliqué parce que quand vous faites un choix, c'est dur de dire aux autres, vous devriez faire pareil, c'est le seul modèle possible. C'est compliqué. Quand on fait une fondation actionnaire, normalement, on devrait le faire dans l'intimité de ses choix. En faire une communication, c'est pas simple non plus, parce que mais on a décidé. On ne le fait pas pour ça d'ailleurs. Voilà, on le fait pas pour ça, mais à la fin, on nous en parle. Et là, bon, nous, on a décidé de tout expliquer. Quand C'est qui le patron a été créé, pour vous raconter l'histoire, il n'y avait pas la fondation actionnaire. Il y avait une coopérative qui est toujours la patronne. Il y avait 2 structures où il y a de l'actionnariat qui bascule en fondation actionnaire. Mais pendant 6-8 ans, c'était bien le choix très personnel, intime, il faut en parler. C'est-à-dire que si c'est une posture technique, structurelle, ça ne marchera pas parce que côté consommateur, il faut que tu sentes que c'est une réalité au-delà de la structure. C'est pas 3%, vite fait, pour faire un peu de cosmétique. Donc moi, pendant 8 ans, je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est un jour un article, un journaliste qui avait un peu creusé, qui me dit, mais vous vous rendez compte, vous pouvez appuyer sur un bouton chaque année et récupérer des milliers d'euros. Moi, j'avais automatisé, donc je ne le faisais évidemment pas, et je n'avais même pas à faire une mise, notamment vers le fonds de soutien aux producteurs, de disposition des fonds. Mais tout s'est éclairé quand on m'a dit, attention, ton choix, il est clair, on le connaît,
Mais le jour où tu disparais, tes enfants, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas se retrouver dans les mains d'autres gens avec un nouvel actionnariat qui va décider que le producteur, bon, ça ne doit plus gagner autant, on enlève quelques centimes pour faire des bénéfices pour des mauvaises raisons finalement. Et En donc, réalité, le pouvoir était encore concentré, en fait. ouais, alors il était par nature, et c'est intéressant, c'est là où l'intention, elle peut être beaucoup plus intéressante même que le structurel. Moi, j'avais tellement intimement ça à l'esprit que j'avais fait en sorte d'ailleurs même que la COP soit la patronne, elle avait un droit de veto. Surtout, on avait fait en sorte que ce soit déjà balisé. Mais c'était pas ça le plus important. C'était que moralement, tous ceux qui étaient avec nous autres consommateurs dans l'histoire, ils pouvaient à tout moment, en étant à l'intérieur des comptes du fonctionnement, sur les réseaux sociaux, dire stop, les amis, ça marche pas comme on pensait, c'est qui le patron, c'est plus étonnant ou bizarre qu'on l'imaginait, donc on débranche la prise. Il faut à un moment donné se déposséder de l'idée, quand on est dirigeant, que on a cette capacité un peu d'expertise, qui malgré tout au final fait qu'on doit réfléchir au nom de tous, pour le bien-être de tous. Non, faut arrêter. Il faut mettre des gens dans les réunions, des gens comme nous, dans une relation qui est beaucoup plus horizontale et égalitaire, avec quelqu'un qui va lever la main en face d'un grand patron de Carrefour, de Leclerc ou de Danone, en disant « Ah, bonjour monsieur, moi je suis comptable à Brest ou voilà, infirmière à Tourcoing, comme les sociétaires de la COP. Ce que vous dites là, monsieur, la grande marque ou le distributeur, nous on n'est pas d'accord avec ça. Nous, les consommateurs, mais vous faites quoi, madame? Vous êtes qui? Ben, moi, je suis une consommatrice. D'ailleurs, je vais dans vos magasins, je vais à tel endroit, là, faire mes courses. C'est pas bien ce que vous dites. Nous, on veut que notre argent, il aille au producteur, à un autre endroit. On voit bien que cette voie-là, elle réveille le petit arrangement d'entrepreneurs qui, à la façon de Usual Suspect, vous connaissez le film, il y a Kaiser Soze dans Usual Suspect, il y a une espèce d'entité comme ça, on ne sait pas qui dirige, on ne sait pas, il y a quelqu'un qui bloque tout, mais en fait, on ne sait pas qui c'est. Et là, quand tu mets des vrais gens dans les réunions, dans les décisions, je suis obligé de dire vrais gens pour marquer le trait, tout change, voilà. Mais il y a un vrai sujet aussi de personnalité, c'est souvent ça, les entreprises, quand elles sont créées, suivent des entrepreneurs, des idées, des charismes et pour justement pouvoir créer une continuité, avec une structure, inviter les vrais gens et cetera, il y a quand même quelque chose à prévoir, une montée en compétence des personnes et pas pour justement ne pas avoir une seule structure, une personne morale, typiquement une fondation, Mm. qui, devienne Mais ça, habitée et donc ça, je sais pas comment est-ce que vous Mais avez ça, c'est commencé à vrai, hein. C'est-à-dire qu'il faut ouais. avoir c'est pas très vendeur de dire ça, mais il faut aussi se rendre compte que l'ultra-système de la COP absolue, ultra partagé à un point extrême, enlève un peu de l'agilité nécessaire qu'il faut, notamment à l'entrepreneur et l'équipe. C'est compliqué d'expliquer ça. C'est-à-dire que nous, chez C'est qui le patron, à tout moment, il y a une force collective qui peut débrancher notre aventure si elle part pas dans la bonne direction. On a rendu tellement les choses perméables et le rôle de chacun si important que c'est une pression morale même, au-delà de structurelle. Ça peut débrancher l'aventure instantanément si c'est pas ce on avait prévu collectivement. Mais l'équipe, il faut qu'elle puisse travailler. Et là, il faut aménager plutôt que de la décision. Au début, on faisait 30 décisions par jour. Les gens ont dit, ouais, on est super content, mais bon, on a un petit peu une vie, c'est un peu compliqué de tout décider collectivement. Ce qu'on a décidé de faire, c'est, voilà le cadre, sans arrêt, on en fait une référence pour que tout le monde le valide, et après, on dit à tout le monde, ok, on va là, on est d'accord, et on appuie sur un bouton. En fait, on fait valider des décisions plutôt que de les co-construire toutes au point zéro. Et on a affiné comme ça 2-3 choses, mais le plus important, c'est que chacun se sent dans un rôle qui n'est pas spectateur de ce qui est patron, une marque bien faite par du marketing pour faire vendre des produits qu'il y a des producteurs. C'est ma marque. Je peux, en tant que consommateur, arriver dans un magasin et dire au directeur, mettez ces produits. C'est nous, les consommateurs, qui avons créé ça. Nous. C'est pas eux, ils ont créé ça pour nous. Tous cette petite relation. Et pour finir, il y a des startups que je vois, j'essaie de les aider. Alors, il y a des dirigeants qui arrivent. Vous en mettez 100. Et je leur dis, bon, vous êtes sur des trucs, partage notamment, je ne citerai pas de nom, mais vous faites du partage. Arrêtez avec votre modèle, l'investisseur, je vais essayer de garder. Quand j'aurai de l'argent, j'essaierai d'en faire d'autres trucs. Dès le départ, dites que vous partagez la valeur. Dites-le à tous ceux qui vont acheter. Dites à celui qui est en face, si tu m'aides, en bouche à oreille, par des actions, à vendre ces produits, ça va aller à tel endroit. Moi, j'aurai un salaire et je suis heureux. C'est important, hein. Ils gardent tous le modèle à l'ancienne de l'entreprise, malgré tout, même quand c'est des startups avec des bonnes intentions.
Et à la fin, il y en a combien qui arrivent? Mhm. Parce qu'au bout d'un moment, il vaut mieux avoir un salaire, une belle aventure, sécurisée et le soutien du plus bel associé du monde, qui s'appelle nous tous consommateurs, que d'être dans l'obstination d'un modèle à l'ancienne qui fait que tu te bats pendant 3 ans et tu n'arrives même pas à en vivre. Donc c'est une mentalité et des convictions fortes. Si au départ, les dirigeants ou Mm. ceux qui créent l'étincelle n'ont pas réellement cette volonté que ça se passe comme ça ne marchera pas. Parce que la masse de gens qui va rejoindre l'aventure ne sera pas sur la même fréquence, sur une petite dissonance, et ça fonctionnera pas. Donc c'est très intime, la relation au partage, et c'est pas forcé, et c'est pas une stratégie d'entreprise. Mm. Béatrice, chez Enercop, les sociétaires ont un rôle décisionnaire. Quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées dans la mise en place d'un tel modèle de gouvernance? Alors déjà, nous, on est structurellement dans une idée de partage parce qu'on est une coopérative et on n'est pas n'importe quelle forme de coopérative, on est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. Une SIC, schématiquement, c'est une scope avec non pas un petit truc en plus, comme dirait Artus, mais 2 petits trucs en plus. La première chose, c'est qu'on poursuit un but d'intérêt collectif. Et la deuxième chose, c'est que on associe, là où une scope associe ses salariés, une SIC, elle associe toutes ses parties prenantes. Donc, dans les sociétaires d'Enercop, il va y avoir les salariés d'Enercop, mais il va y avoir aussi les clients d'Enercop, mais aussi les producteurs d'énergie renouvelable auprès desquels on se fournit, mais encore les partenaires avec lesquels on monte des projets, les collectivités territoriales avec lesquelles on monte des projets. Toutes les parties prenantes sont à la gouvernance de la coopérative. Mm. Donc, ça veut dire que on dirige ensemble ce qu'on a envie de faire. Et ça, on a envie de dire, c'est statutaire, et statut fait pas vertu, on le sait bien. Et donc, du coup, il faut s'appliquer à le faire vivre ensuite dans l'organisation quotidienne. Donc, chez nous, ça passe par des choses très concrètes. On est en gouvernance partagée, l'équipe salariée, on fonctionne sur le modèle de la gouvernance partagée. Donc, on a des raisons d'être et des périmètres, et chacun est associé aux prises de décision. Donc, il y a beaucoup de co-construction. Il n'y a pas que de la co-construction, il y a aussi des phases d'information, de consultation, etc. Mais beaucoup de co-construction. Globalement, on prend à peu près jamais de décision par vote. On prend des décisions en faisant de la gestion par objection, ce qui est une modalité vue de l'extérieur qui peut paraître comme une modalité très chronophage, mais en fait, ce que ça produit, c'est qu'il y a une adhésion beaucoup plus forte à la décision qui est prise, puisqu'en fait, la décision, elle est prise quand tout le monde peut vivre avec. Et donc, ça permet d'avoir une adhésion assez importante. Ça passe par, si je vais strictement sur l'équipe salariée, ça passe par un encadrement assez important de l'échelle des salaires, parce que chez Enercop, les salaires vont de 1 à 3. Et on a un salaire plancher à 2 800 € brut mensuels. Donc, on a encadré ça de 1 à 3. Et puis, si j'élargis un peu le scope au-delà de l'équipe salariée, je vais aller dans un projet très concret, par exemple. On essaye de développer un modèle de gouvernance de l'énergie assez original qu'on appelle les communautés énergétiques. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de privilégier, c'est des endroits où on va associer dans un territoire donné, par exemple la commune ou la collectivité qui est intéressée par de la fourniture d'électricité renouvelable, les résidents de cet espace qui vont s'intéresser à, OK, donc on va installer des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, on va les mettre où, pour faire quoi, ça va alimenter qui, qu'est-ce qu'on va faire du surplus, à qui on va le revendre, pour faire quoi, etc., etc. Les entreprises du coin qui pourraient bénéficier de l'énergie ainsi produite. Donc, on met autour de la table vraiment toutes les parties prenantes. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que ces communautés énergétiques citoyennes, elles créent des retombées locales très conséquentes. Et ça, c'est pas que moi qui le dis. Il y a un réseau en France qui s'appelle Énergie Partagée, qui est un réseau qui accompagne le développement de ces communautés énergétiques citoyennes, qui montre que pour 1 euro investi dans une communauté énergétique citoyenne, il y a 2,50 € de retombées locales. Ce qui n'est pas le cas dans les projets de production qui sont développés en dehors de ce système. Et pourquoi c'est le cas dans ce système-là? Parce que les gens autour de la table, ils vont avoir à cœur de dire on veut faire travailler des artisans locaux, par exemple. On veut aller se fournir avec des producteurs locaux. Et donc, du coup, ça crée des retombées directes. On appelle les gens aux capitaux de nos organisations, mais on les appelle aussi à la gouvernance. On ne se contente pas de leur dire investissez votre argent. On leur dit venez vous asseoir avec nous autour de la table et décidez ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour faire quoi? Donc, du coup, pour répondre à la question, finalement, quel problème ça pose? Ça pose des problèmes. D'abord, déjà, nous, on est une très grosse coopérative, parce que d'abord, on est un réseau de coopératives. On est aujourd'hui 11 SIC Enercop. On sera 13 à la fin de l'année. On compte plus de 60 000 sociétaires.
ce qui fait de nous la plus grosse société coopérative d'intérêt collectif. 60 000 sociétaires, c'est beaucoup de monde. Donc, animer un réseau de 60 000 personnes, c'est du travail, c'est sûr. Ça veut dire qu'il faut avoir une attention permanente de se dire comment est-ce qu'on embarque avec nous nos sociétaires, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils ne décrochent pas. Surtout que nous, en plus, on est sur un sujet qui est un sujet ultra technique. Globalement, les gens, si on ne bosse pas dans le domaine de l'énergie, on n'y comprend rien, on ne va pas se mentir. Enfin, c'est un marché super complexe. Donc, comment est-ce qu'on fait pour continuer à garder ces gens qui sont venus pour un projet qui allait les incapaciter sur ce sujet-là, qui avaient envie de mettre leur bille là-dedans? Comment est-ce qu'on fait pour les emmener avec nous? C'est du travail, quoi. C'est une Mais, attention mais permanente. juste sur embarquer toutes les parties prenantes, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est donc il y a énormément de personnes de la chaîne de valeur et vous arrivez à créer des communautés, mais on parle de plus en plus, et c'est justement là où les crises écologiques, c'est de là que les crises écologiques viennent, c'est-à-dire qu'on a cru que la nature était gratuite, et de plus en plus, on voit, enfin on commence à voir, et Thomas pour en parler, l'association d'une partie prenante qu'on n'avait pas visibilisée jusqu'ici, qui est la nature en tant que telle. Enfin, après, on peut lui donner pas mal d'autres noms en fonction du business dans lequel on est, le sol, la biodiversité, etc. etc. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant d'associer des modèles comme les cycles, les scopes, qui sont beaucoup autour des communautés, autour des hommes et autour des salariés, mais aussi avec des modèles comme par exemple des fondations actionnaires ou d'autres administrateurs qui puissent représenter des parties prenantes encore autres qu'on visibilise encore moins. Nous, on a effectivement pris la décision d'intégrer des représentants de la nature dans l'actionnariat, le conseil d'administration et nos autres instances de gouvernance. Mais ce qui se dégage bien, je trouve, là, c'est qu'on soit SIC, fondation actionnaire, une marque créée par les consommateurs, la clé, c'est de trouver un juste équilibre entre une contribution de ceux qui sont dans la filière et dans l'écosystème de l'entreprise et de laisser quand même la capacité à ceux qui doivent en assurer le pilotage d'être à la manœuvre sans tout le temps concerter. Sinon, ça devient sans doute beaucoup trop lourd. Et ça, on peut y arriver de plein de façons différentes. Et quand on y arrive, c'est là que ça devient très riche. Peut-être pour faire une transition, Alix, sur la deuxième séquence pour ce débat, sur la robustance, on va dire, c'est-à-dire la convergence entre robustesse et résilience, c'est que toutes ces mécaniques-là, elles aident l'entreprise à mieux percevoir les attentes des différentes parties prenantes, pas juste en les sondant une fois de temps en temps ou en les foutant dans une salle de réunion au sous-sol de la tour dans la Défense, mais plutôt en les réunissant régulièrement pour capter des signaux, orienter ses décisions, orienter ses projets et parfois les faire même contribuer à ces décisions. Donc peut-être qu'on peut essayer là d'aller creuser dans ce petit temps qui nous reste, en quoi ça vous a aidé dans vos organisations à être plus agile face à des contextes qui sont hyper mouvants. Quand j'entends, c'est juste de le présenter comme ça, mais là c'est vraiment un témoignage de ce que nous on vit. On a, dès le départ, on n'a jamais eu l'impression d'être une équipe opérationnelle qui faisait un projet et qui allait le présenter aux autres. C'est hyper important parce que je me rappelle du tout premier jour, moi j'étais tout seul au départ, Laurent Pasquier est venu, et puis il y a la troisième personne qui arrive. C'est un ami de Laurent. Alors on ne se connaît pas, et on lui dit, voilà, on va créer une marque à nous, les consommateurs. Donc voilà comment ça va fonctionner. Il faut se bouger, les producteurs ils sont vraiment en galère. Quand il rentre chez lui, je l'ai su après, il dit à son épouse, il n'a pas dit, tiens, j'ai rencontré tu sais Laurent, là, il y a une start-up qui se monte, ça va être des produits co-construits, et puis on verra si on les achète ou pas. Et il a dit à sa femme, écoute, on a une marque à nous, les consommateurs. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Mais ce millimètre-là, ce petit millimètre de départ, qui peut faire 100 km à l'arrivée, il aligne clairement le fait que ceux qui initient sont au milieu de tous ceux qui vont consommer et participer. Parce que ce qui fait que ça avance pas plus vite, c'est que dès que tu te retrouves même en face de la plus vertueuse des structures, mais qu'on te met dans une position de consommateur à l'ancienne, un peu pousseur de caddie, qui regarde et qui décide ou pas d'y aller ou pas, c'est pas la même chose que lorsqu'on te dit, bon, on débraye la mécanique, on n'a pas les moyens que d'autres ont, on est fort de ce qu'on en fera, et chacun prend sa part. Il faut lâcher prise dès le départ sur la notion de on est des dirigeants, on vous organise un truc collectif, vous allez voir, ça va être super. C'est déjà trop. C'est déjà quelque chose qui fait pas... voilà. Parce que nous, effectivement, il y a 15 000 sociétaires dans la COP, il y a 16 millions d'acheteurs, mais il y a bien plus que 15 000 personnes. Les gens vont dans les magasins, on gueule les directeurs. C'est leur marque. Et c'est notre marque à tous, mais c'est la leur autant que la nôtre. Et donc, c'est pas nous, l'équipe, on fait quelque chose pour une masse de gens qui nous ressembleraient. On est au milieu de tous en train de faire, chacun à notre niveau,
une part de ce mouvement, la fameuse murmuration qu'on décrit souvent, où, pour en redire un mot, et pour finir, tu te rends compte que un jour, on nous a dit, c'était un journaliste du Times qui était venu faire un article sur C'est qui le patron, très libéral, enfin, il était dans un truc dur, il me demandait des clés à l'ancienne, un peu business, comment vous expliquez que ça marche autant, 128 millions de produits, il n'y a pas de commerciaux dans les magasins. Bon. Et un sociétaire m'a dit, tu vois, face à ces questions, on n'a pas notre recette. Comment tu peux répondre à ça? C'est là où l'image de la murmuration a été donnée par un sociétaire, elle est géniale. Dans la nature, vous voyez, il y a des grands vols, des tourneaux ou des bancs de poissons que vous voyez comme ça dans des volutes parfaites, en un instant créer des mouvements collectifs fabuleux. Les scientifiques ont montré qu'il n'y avait pas un oiseau leader qui impulsait à ces milliers d'individus ce mouvement fabuleux. Il y a une intelligence collective qui s'empare du groupe et qui fait faire à ce groupe ce qu'aucun individu n'aurait réussi à lui faire faire. Donc ce moment un peu de lâcher prise, où il n'y a plus de rigidité, plus de repères qui te ramènent dans un rôle de « j'achète ou pas ?» Non, c'est est-ce que je suis une partie de l'histoire ou pas? Et ce petit millimètre de départ, il est très important. Parce que si pays ont reproduit C'est qui le patron, ils ne l'ont pas fait de cette façon-là et ça n'a pas fonctionné de la même manière. Béatrice, il reste 1 minute d'émission. Est-ce que vous voulez clôturer en rebondissant et puis plus globalement Ça va être difficile de faire mieux que le vol des étourneaux. La question, c'était... La résilience. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on quand même on co-construit partout, tout le temps, mais c'est notre ADN maintenant, enfin, c'est notre identité, donc c'est pas un point d'arrivée, c'est un chemin permanent. Donc on se fait, par exemple, nous on a eu des questions au moment où on a grandi. Au début, il y avait 2 salariés à Enercop, et puis maintenant on est à peu près 200 dans tout le réseau. Forcément, quand on va chercher des nouvelles personnes, des compétences très pointues, c'est des gens qui sont pas forcément acculturés à ces manières de faire, et donc il y a un enjeu de formation. Et donc, on forme les équipes salariées et on forme nos sociétaires aussi et on leur propose en permanence des temps d'idéation, d'échange, de construction collective et c'est vraiment, c'est notre ADN en fait. Donc, On passe à notre dernière séquence, c'est le goût de Touno. Et c'est bientôt la fin de cette émission. Il nous reste un peu de temps pour mettre en lumière un outil déterminant. Maëlys, vous nous parlez du petit manuel du partage du pouvoir en entreprise de Laurence Ruffin. Quelle bonne pratique retenez-vous? Alors oui, j'ai évoqué Laurence Ruffin tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'être à la table avec Béatrice et Nicolas me fait penser à Laurence Ruffin, du coup, qui est vice-présidente de la Confédération générale des SCOP. et des SIC. Et des SIC, pardon, c'est un raccourci. J'ai eu la chance de faire une conférence avec elle au mois de novembre dernier, justement sur le sujet de gouvernance et partage de la valeur. Et à ce moment-là, elle sortait donc sur le site de la Fondation Jean Jaurès un petit manuel du partage du pouvoir en entreprise. Et ça se lit très rapidement, hein, c'est 15 pages, où en fait, une espèce de compendium où elle cite beaucoup d'études qui prouvent en fait que partager le pouvoir, c'est quelque chose qui est vertueux, donc à la fois, comme on l'a évoqué plusieurs fois, pour la participation citoyenne économique, en fait la démocratie économique en entreprise, est favorable au développement de la citoyenneté politique en France. Donc en fait, elle a écrit ça en novembre, à l'aune de tous les événements qui se sont passés cet été. Voilà, la dissolution de l'Assemblée nationale, la montée des libéralismes, etc. Et donc, dedans, elle prend du recul sur toutes ces pratiques-là, enfin sur tout ce contexte-là, et donne quelques manières de pouvoir développer ces pratiques de pouvoir en entreprise. Donc, par exemple, déjà, on peut changer une entreprise en SCOP ou en SIC, même quand on est une SA basique. On peut donner une fondation actionnaire, ça c'est mon apport. On peut aussi essayer petit à petit de créer en fait des nouvelles instances qui permettent de partager le pouvoir, d'abord peut-être de manière consultative, comme par exemple devenir entreprise à mission, ça c'est aussi mon apport. On peut sinon créer, petit à petit, elle parle de bicamérisme, d'une sociologue qui s'appelle Isabelle Ferreiras, donc c'est-à-dire créer des instances qui permettent petit à petit de faire des contrepoids en fait au capital en mettant en place des instances qui donnent la parole au travail, à la parole au travail ou à la nature ou autre comme on évoquait. Donc arriver peut-être même d'un bicamérisme à un pluricamérisme et donner la parole aux salariés, mais ça vous l'avez quand même beaucoup évoqué. Puis j'ajouterais aussi que peut-être sur partager le pouvoir et la valeur, on pourrait presque en faire un diagramme avec des modèles qui sont plus ou moins dans l'un ou dans l'autre et
côté partager la valeur, on peut aussi commencer par ça sans forcément tout de suite partager le pouvoir aussi. Par exemple, commencer par des mécanismes d'intéressement, un dividende sociétal comme la Maïf, ce genre de choses. Donc en fait, je pense qu'il y a pas mal de manières dans l'un ou dans l'autre, sans se lancer tout de suite d'un coup, de pouvoir associer davantage les salariés, d'autres parties prenantes et répartir la valeur pour développer même la démocratie politique. Merci Maïs. Simple et efficace. Je rajoute parce que pour s'inspirer efficacement, Mhm. et puisqu'on est dans les outils, on a donc le travail qu'a mené le cabinet Profil sur les fondations actionnaires, qui était la première étude européenne qui est déjà sortie il y a plusieurs années, mais qui est en libre accès. Donc on peut inviter ceux qui nous regarderont à aller la consulter. Moi, je m'en suis beaucoup inspiré pour monter le fonds aujourd'hui actionnaire de Nord6. Il y a plein de façons de faire en termes de nombre de parts que l'on cède, en termes de fonctionnement, en termes de gouvernance. Et ce que je trouve très intéressant en termes de valeur ajoutée aujourd'hui dans notre fonctionnement, c'est le fait qu'aujourd'hui, par ce mécanisme-là et par d'autres, notamment par le fait d'intégrer dans les organes de gouvernance des parties externes, c'est la force que ça nous amène en termes d'idées nouvelles, de se confronter à la vie des nouvelles générations. Donc aujourd'hui, on essaie d'avoir un moins de 30 ans dans tous nos organes de gouvernance, d'avoir la parité femmes-hommes, quand bien même on est une entreprise dans le numérique, où par définition, les femmes sont sous-représentées. En termes d'origine, d'avoir aussi parfois des représentants de la société civile, des ONG par exemple, des gens de notre filière qui offrent sur un numérique responsable. Tout ça fait ce que sera Nord6 demain. Et autant que possible, fait que Nord6 sera une entreprise de services numériques qui seront utiles pour les humains et qui préservent la planète. Rapidement, 30 secondes chacun. Rapidement, le pratiques. partage d'informations aussi au sein de l'équipe. On se rend compte que le bon sens de n'importe quel membre de l'équipe, ou la bienveillance, vaut pas moins que celui d'un dirigeant ou d'un encadrant. Et vraiment rendre horizontal ce rapport de l'équipe aux enjeux et aux valeurs. Il faut rendre un peu moins vertical les choses. Moi, je pense que c'est ce qui fait qu'un maximum de gens vont adhérer aux valeurs, parce qu'ils vont se reconnaître dans les récepteurs. Voilà. Je vais mettre un gros +1 sur le petit manuel de partage du pouvoir de Laurence Ruffin. Ce qui est vraiment très bien fichu dans ce petit manuel, c'est qu'elle tisse 2 fils. Elle tisse un fil qui est un fil d'analyse sociopolitique et un fil qui est beaucoup plus concret, qui est son expérience de dirigeante d'une SCOP. Et elle arrive à montrer de manière vraiment très convaincante comment le partage du pouvoir, c'est un outil de transformation sociale bien au-delà de l'entreprise. C'est un outil très puissant et je pense dont on va avoir beaucoup besoin dans les prochains mois qui s'annoncent. Merci beaucoup, c'était parfait. Merci Béatrice Delpech, directrice générale adjointe d'Enercop. Merci à Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron, et Maïlis Cartine, directrice du pôle recherche de Profil. Merci à toi Thomas, bien sûr. On se dit au mois prochain. Merci à vous de nous avoir suivis sur Be Smart for Change. Merci.